De nos jours, on voit souvent les humains et les animaux se disputer le paysage. Voici une photo de San Antonio Creek au Nouveau-Mexique où des clôtures séparent un ranch d'un habitat pour les castors. On peut voir que la terre du ranch est presque nue alors que la zone située derrière la clôture est luxuriante. Voici un tel paysage après le départ des castors et l'effondrement de leur barrage, un sol sec et craquelé là où il y avait un étang encore récemment. Pour mieux illustrer la chose, examinons deux sections de la rivière Seven Mile Creek dans l'Utah. Celle de gauche appartient aux castors, tandis que celle de droite est utilisée pour le pâturage du bétail. Bon, vous voyez où je veux en venir. Aussi surprenant que ce soit, les castors ont joué un rôle dans l'histoire américaine et la situation a pris une nouvelle tournure récemment. Le résultat est époustouflant. En bien ou en mal? Je vais vous le dire, mais d'abord, j'ai besoin d'un café. Voici un rappel discret de laisser un like si vous êtes du genre à oublier, et merci de respecter mon désir d'anonymat. Soyons honnêtes, pour quelqu'un qui vit au XXIe siècle, difficile d'imaginer que ce paysage a été façonné non pas par une technologie de pointe qui a brisé les montagnes et détourné les rivières, mais par des castors. C'est pourtant le cas, l'Amérique du Nord pourrait tout aussi bien s'appeler le pays des castors. En effet, lorsque des chercheurs ont exploré le bassin du fleuve Missouri en 1805, ils ont trouvé des barrages, énormément de barrages. Les experts estiment qu'à l'époque, il y avait 250 millions d'étangs de castors sur le continent, contenant assez d'eau pour inonder l'État de Washington, l'Oregon et la Californie. Les castors ont toujours vécu dans une zone qui s'étend du nord du Mexique à la limite sud de la toundra dans la plaine côtière arctique de l'Alaska et du nord du Canada. En retenant les sédiments dans leurs étangs, ces animaux ont sans le savoir créé des terres fertiles dans toute la moitié nord du continent. À l'époque, les zones humides couvraient 9% de la masse continentale des États-Unis. Mais les animaux n'étaient pas prêts pour l'arrivée des chasseurs en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle et leur ruée vers l'ouest. En 1843, le naturaliste John James Audubon a constaté que le bassin du fleuve Missouri était complètement désolé. Les castors avaient été exterminés par les marchands de fourrure et les rares survivants avaient fui. Leur disparition a transformé les cours d'eau d'Amérique du Nord. Ruisseaux et rivières ont creusé leurs lits et formé de profonds ravins. Les plaines inondables ont cessé de s'étendre et les ruisseaux et rivières n'ont plus pu remplir les nappes phréatiques. Certains ruisseaux se sont ainsi entièrement asséchés. Oui, c'était la faute des humains. Avant la ruée vers l'or, il y a eu la ruée vers la fourrure. Une fois les richesses naturelles épuisées en Europe et dans les colonies est-américaines, les gens sont partis à la recherche de nouveaux trésors, d'autres fourrures. L'épaisse fourrure des castors d'Amérique du Nord était très prisée. On l'échangeait contre diverses marchandises et on l'expédiait dans le monde entier. Bien sûr, à l'époque, personne ne pensait aux conséquences, et la ruée vers la fourrure a presque fait disparaître les castors canadiens. Les glandes odorantes qui leur servent à marquer leur territoire étaient encore plus recherchées. La substance qu'elles contiennent était utilisée en parfumerie et en cuisine, bien que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Bref, tout ça s'est soldé par un triste résultat. Selon les chercheurs, au début du XXe siècle, il ne restait que 100 000 castors, moins de 1% de la population. On a par la suite déployé beaucoup d'efforts pour rétablir la population, mais on en a fait un peu trop. D'animaux recherchés, les castors sont devenus des nuisibles, mais leur image pourrait bien changer à nouveau. Mais calmons-nous, je m'avance un peu. Voici des castors. Les castors construisent des barrages. Mais pourquoi faire? Je veux dire, on comprend l'intérêt d'un nid, comme en font les oiseaux, mais à quoi sert une chose pareille? Pour la plupart des animaux, ça n'aurait aucun sens. Le castor est la seule espèce, à part l'homme, à créer l'habitat dont il a besoin pour survivre. Et si vous avez déjà vu un castor, vous devez savoir que sur la terre ferme, la vie n'est pas facile pour eux. Les castors, en particulier les castors canadiens, sont gros mais maladroits et ils sont donc des proies faciles pour les prédateurs. Et les prédateurs en sont conscients. Loups, coyotes, ours, lynx et carcajou, tous s'attaquent aux castors et les voient comme autant d'énormes nuggets de poulet se promenant le long des berges. Rien de plus facile à attraper. Mais les castors sont conscients de leur vulnérabilité. Ils construisent des barrages pour leur sécurité car ils ont besoin d'un plan d'eau pour se protéger.
Et pourquoi s'embêter à chercher un lac quand on peut en construire un? C'est plus rapide et plus fiable. Ainsi, pendant que les castors créent les conditions favorables à leur survie, ils modifient le paysage. Par exemple, voyons comment ils ont affecté le ruisseau de Suzy Creek dans le Nevada. Dans les années 1980, ce n'était qu'un filet d'eau traversant un banc de gravier stérile. Rien n'y poussait et aucun animal ne vivait là, jusqu'au retour des castors. Maintenant, sol et herbes vertes recouvrent l'endroit. Toute la journée, le ruisseau est emprunté par des rats musqués, des canards, des oies, des hérons blancs, des harles, des merles et des grues. Il y a même des truites. Mais le plus important, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau. C'est particulièrement utile aux éleveurs locaux. L'idée est simple. En divisant le lit du ruisseau en deux avant l'étang, un barrage fait de branches soigneusement empilées bloque le faible débit et recueille l'eau, lui permettant de stagner. La nappe phréatique se reconstitue, le sol sec revit et même pendant les années sèches, le ruisseau demeure. Son flux pérenne fournit de l'eau à la faune et au bétail et protège la population de truites. Si l'on compare des images satellites récentes avec d'autres d'il y a 20 à 30 ans, on voit que la végétation sur les rives de la Suzy Creek a gagné 40 hectares, que la zone d'eau libre s'est étendue de 8 hectares et que la longueur du ruisseau s'est accrue de 4,8 km. Et il y a maintenant 139 barrages de castors, alors qu'il n'y en avait aucun auparavant. Et oui, toute cette beauté est l'œuvre des castors. La même chose s'est produite dans l'est de l'Utah. Là, au milieu des broussailles et des plaines poussiéreuses, une oasis luxuriante s'étend le long de la rivière Price, au fond d'un canyon. Si on reste suffisamment longtemps au bord de la rivière, on peut apercevoir ceux qui ont créé cette oasis. Bien sûr, faire prospérer une population de castors dans le paysage désertique de l'Utah n'a pas été une mince affaire. La région a toujours souffert de pénurie d'eau et l'écosystème fluvial était très dégradé. D'année en année, la situation empirait. Les animaux sauvages, les plantes littorales et les poissons menacés souffraient du manque d'eau. Ma foi, ça peut se comprendre. Alors des gens ont décidé de réintroduire des castors. Entre nous, c'était très audacieux. D'ailleurs, ils se sont limités à 2 rivières, la Price et la San Rafael, qui traversent certaines des zones les plus sèches de l'est de l'Utah. En fait, il y vivait déjà quelques castors, mais pas assez, et il a donc fallu en faire venir d'autres. De nombreux castors ont donc été prélevés dans un centre de réhabilitation qui piège des animaux nuisibles dans tout l'État. Avant d'être relâchés, ils ont passé 3 jours en quarantaine afin d'éviter la propagation de maladies et ils ont été équipés d'émetteurs radio. 47 animaux ont été relâchés, qui se sont immédiatement mis à la tâche et, comme vous pouvez le constater, ils ont fait du bon travail. En fait, même si les castors n'opposent aucune résistance, il est très difficile de les déplacer. Relâcher des animaux sur un terrain privé est possible, mais il est compliqué d'obtenir une autorisation qui est accordée par l'État. Ou pas, selon les cas. Dans certains États, comme l'Oregon, il faut obtenir la signature de tous les propriétaires fonciers dans un rayon de 6,5 km. Si une seule personne s'y oppose ou s'abstient, c'est cuit, pas de castor. Déplacer des animaux sans autorisation est illégal. Et même lorsque les signatures ont été apposées et que tout est prêt, il reste à s'occuper des castors. Bien sûr, ils ne risquent pas de s'enfuir pendant le trajet, mais les castors sont territoriaux et ils ne restent pas toujours là où on les a relâchés. Il faut faire les choses bien, notamment en s'assurant de déplacer des groupes familiaux entiers et pas des animaux isolés. Il faut également les déplacer à la bonne saison et les relâcher dans le même bassin versant. Cela dit, ça reste plus facile à gérer que la partie bureaucratique. C'est ça qui a constitué le plus gros obstacle pour les groupes militant pour la préservation des castors et leur retour dans leur habitat naturel. Au fait, à qui profitent ces barrages? En fait, la science redécouvre aujourd'hui ce que les Amérindiens savaient depuis des milliers d'années. Ils tenaient en si haute estime la capacité des castors à stocker l'eau qu'ils interdisaient de les tuer. Et ils avaient raison. Un étang de castor contient plus de 3500 mètres cubes d'eau et encore 3 fois plus sous terre car il absorbe l'humidité comme une éponge. Cette éponge joue un rôle essentiel en période de sécheresse pour soutenir les systèmes fluviaux et le reste du temps, elle absorbe les eaux de crue. Elle sert également de filtre géant lorsque l'eau s'infiltre dans la nappe. Les scientifiques appellent les zones humides les reins du système fluvial car elles nettoient l'eau des sédiments
mais aussi des polluants tels que l'azote et le phosphore qui causent la prolifération d'algues toxiques. Et les étangs sont appelés des soupes de biodiversité car ils sont riches en micro-organismes qui attirent toutes sortes d'espèces, des insectes aux oiseaux migrateurs. Les scientifiques qui étudient l'impact des castors sur les écosystèmes soulignent que leurs étangs sont aussi importants que les récifs coralliens. Les recherches montrent que là où il y a des castors, la diversité végétale augmente d'un tiers, ce qui bénéficie aux oiseaux et aux poissons, aux loutres, aux visons et aux rats musqués. En bref, les castors construisent des quartiers clés en main où chacun a sa place. Et ils modifient toute la région, car ils préfèrent abattre des feuillus plutôt que des conifères, ce qui crée un halo d'arbres à feuilles persistantes autour de l'eau. C'est pas très important, mais c'est intéressant. Quels autres effets ont les castors ? Eh bien, parlons des feux de forêt. Les étangs servent de ralentisseurs contre le feu. Lorsque la végétation est humide, elle ne s'enflamme pas. Le rôle des castors dans la lutte contre les incendies a été étudié dans l'Idaho. Ils ont été le principal facteur atténuant le long de Bow Creek lors de l'incendie de Sharps en 2023. Là où il y avait des barrages de castors, la végétation locale a été préservée. Et puis, il est beaucoup plus abordable d'attirer des castors que de construire des barrages ou des réservoirs en béton. Après tout, on n'a pas à payer les castors. Ils vivent leur vie et ce faisant, ils contribuent à atténuer le changement climatique. En ralentissant l'écoulement de l'eau de fonte, ils aident les cours d'eau à se maintenir, ce qui fournit un habitat aux poissons et de la végétation pour le bétail. Je sais, j'en ai déjà parlé. Pendant que d'autres États font appel aux castors pour lutter contre les incendies et la sécheresse, la Californie observe la situation avec intérêt. Récemment, la situation s'est dégradée dans la région. En 2020, l'État a connu 5 des 6 plus grands incendies de son histoire. Il est temps de demander de l'aide aux castors. Et c'est ce qui s'est passé en décembre 2022. Des castors ont été relâchés en Californie pour la première fois depuis 75 ans. Enfin, pour être précis, on en avait aussi relâché dans la réserve de Doty Ravine. En 2017, c'était un endroit sec, poussiéreux, avec seulement quelques arbres tristes, de l'herbe sèche et un ruisseau étroit aux rives érodées. Puis, les castors sont arrivés et le résultat s'est avéré stupéfiant. C'est maintenant un lieu luxuriant doté de sols, de peupliers et recouvert d'eau. Au lieu d'un seul lit, la rivière en compte maintenant plusieurs disséminés dans le paysage. Les abeilles et autres pollinisateurs bourdonnent autour des fleurs et autres plantes, les hérons parcourent les eaux peu profondes et les canards barbotent. Le bonheur à l'état pur. Et tout ça grâce aux barrages. Les barrages de castors sont si efficaces que l'on essaie même de les copier. Voici la vallée de Scott, également en Californie, qui s'appelait autrefois la vallée des castors. Il y vivait beaucoup de castors et ils faisaient bien leur travail. Puis, comme ailleurs, ils ont disparu en même temps que leurs barrages et les zones humides se sont asséchées. Aujourd'hui, la vallée de Scott ressemble à une zone post-industrielle et la plaine inondable autrefois florissante est ensevelie sous les débris miniers. Cependant, tout n'est pas perdu. Derrière un amas de scories, un affluent appelé Sugar Creek s'est transformé en étang, grand comme plusieurs terrains de tennis et planté de saules et d'aunes. Cette oasis est apparue grâce à la construction de l'équivalent humain d'un barrage de castors. On a abattu des sapins de Douglas, dénudé les troncs que l'on a enfoncés dans le lit du ruisseau avant de tisser un maillage avec des brindilles de saule. Heureusement, quelques castors se sont joints au projet et ont renforcé le barrage avec des branches et de la boue. À mon avis, ils ont décidé de rester sur place, rien que pour montrer aux humains comment faire ça bien. En fait, cette méthode de restauration des cours d'eau est de plus en plus répandue. Des agences fédérales comme le département américain des forêts, des ONG et même des propriétaires de ranch entreprennent de redonner vie à des cours d'eau érodés et dans certains cas aident au retour des castors. Dans le Wyoming, ces barrages artificiels créent des prairies humides pour les oiseaux menacés. Dans l'Oregon, ils restaurent des cours d'eau pour les saumons. Dans l'Utah, ils aident à l'irrigation des pâturages pour le bétail. Ces barrages de type castor sont bon marché par rapport à d'autres moyens de restauration. Au lieu de dépenser 1,4 million d'euros par kilomètre de cours d'eau, 9 500 € suffisent. En l'espace d'un an, 3 au maximum, on peut voir les premiers changements. Mais attendez, les castors n'ont aucun impact négatif. On les considère comme des nuisibles sur la côte ouest des États-Unis, et certaines entreprises les piègent et les tuent en abondance. C'est vrai,
C'est dû au fait que les castors inondent les routes, détruisent les arbres, et bien sûr, tout ça ennuie les humains. Les humains qui perdent de l'argent à cause de ces problèmes. Les castors préfèrent les terrains en pente douce. Il leur est ainsi plus facile de contrôler l'écoulement de l'eau. Or, ces zones sont densément peuplées d'humains qui considèrent les animaux comme une nuisance. Les castors inondent les zones et abattent des arbres précieux. Il existe pourtant des moyens de prévenir ces dégâts sans tuer les animaux. Bon, mais et le problème des arbres ? S'ils poussent sur la berge, il est possible de les protéger de façon individuelle en entourant le tronc d'un treillis métallique ou en posant une clôture. On peut aussi peindre les arbres avec une peinture spéciale pour décourager les castors de les ronger. Il existe plusieurs méthodes humaines permettant aux gens de coexister avec les castors sans avoir recours à l'extermination. Après tout, les castors peuvent nous apporter une aide inestimable, et ce, gratuitement. Et lorsque quelqu'un est prêt à faire gratuitement un travail qui coûte normalement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, on a tout à gagner à s'en faire un ami. Les castors à la rescousse. Encore quelques mots sur l'impact des castors sur le paysage. Des images de drones ont montré que le retour des castors dans le Devon a eu un impact positif pendant la sécheresse. Dans le passé, les gens chassaient ces animaux, mais en 2008, on en a réintroduit dans la rivière Otter pour étudier leur impact pendant 5 ans. Les résultats ont dépassé toutes les attentes, les castors ont bénéficié à l'écosystème. De plus, ils étaient surveillés pour s'assurer que personne n'aille les déranger. Bon, mais de quel bénéfice s'agit-il exactement ? Je parie que vous avez deviné. Durant la canicule, les zones peuplées de castors se sont transformées en oasis au milieu des terres environnantes. De plus, comme prévu, ça a résolu le problème des incendies. Là où des castors ont construit des barrages, des zones humides se sont formées, maintenant les terres submergées. Les castors étant territoriaux, lorsqu'une zone est déjà occupée, ils s'installent ailleurs le long des cours d'eau et des étangs et leur territoire grandit d'autant. Oh, j'allais oublier, grâce aux nouvelles zones humides, oiseaux, insectes et plantes se portent à merveille. Les castors construisent de véritables petits quartiers. Enfin, vous vous souvenez. Bien sûr, la présence des castors n'a pas que des avantages. Aussi leur propagation, comme partout ailleurs, doit être limitée afin que tout le monde cultive de bonnes relations de voisinage. Le plus grand projet des castors. Les castors aiment tellement construire qu'il est parfois difficile de les arrêter. Dans la partie nord du Yorkshire, ils se sont emballés et ils ont construit un énorme barrage de 70 mètres de long. Au fait, il s'agit du plus grand barrage de castors en Angleterre et il protège des inondations la ville de Pickering. Grâce à lui, les 7000 habitants de la petite ville peuvent se détendre, même les fortes pluies ne risquent pas de causer d'inondations. Ils peuvent dire merci aux castors. Pickering souffrait d'inondations fréquentes qui affectaient à peu près tout, et il n'y avait aucune solution en vue. Les services de l'environnement avaient déclaré qu'il serait trop coûteux de mettre en place un système de protection. Alors, que restait-il à faire ? Bien sûr, appeler les castors. L'association Natural England et le parc national des North York Moors s'en sont chargés. Avec l'arrivée des castors, tout a changé. Les animaux ont charrié des troncs, des branches et de la boue dans la rivière Severn et après quelque temps, ils ont littéralement sauvé la petite ville. Le projet de système de protection a finalement été approuvé, mais sans les castors, il n'y aurait rien eu à sauver de la montée des eaux. Barrage spatial. Voici un autre record. Au Canada, une famille de castors a construit un barrage de 850 mètres de long, 2 fois la taille du célèbre barrage Hoover. La structure est si grande qu'on peut la voir depuis l'espace. Le barrage est situé dans le parc national de Wood Buffalo, à 190 km au nord-est de Fort McMurray. Des écologistes ont découvert cette structure impressionnante lors de recherches sur l'impact du changement climatique sur le pergélisol à l'aide d'images Google Earth. Au fait, le barrage existe depuis longtemps. On pouvait le voir sur des images datant du début des années 1990. Et c'est pas tout, des signes d'activité étaient déjà visibles sur des images datant des années 1970. Donc le barrage n'est pas seulement énorme, il est aussi ancien. Mais pourquoi personne n'avait remarqué cette structure géante ? Eh bien, le parc de Wood Buffalo est plus grand que la Suisse. De plus,
C'est une réserve naturelle qui ne comporte que de rares sentiers. En fait, les castors ont choisi un endroit où l'homme ne met jamais les pieds, et c'est pourquoi le personnel du parc a appris l'existence du barrage par une équipe de la BBC. Ils ont dû être surpris. Au fait, quelqu'un a réussi à voir l'immense barrage de ses propres yeux. Un Américain, Rob Mark, a relevé le défi et entrepris le difficile voyage jusqu'au barrage. Et le mot est faible. D'abord, Mark a pris un bateau pour rejoindre les rives du lac Sinclair, puis il a parcouru 16 km à pied, affrontant fourrés denses, marais marécageux et moustiques. Mais il a atteint son objectif. Vous pensez que les castors étaient heureux d'avoir un visiteur? Non. Selon Mark, il a été accueilli par un castor en colère. L'animal a frappé l'eau bruyamment avec sa queue, lui faisant comprendre qu'il n'était pas invité. Ça peut se comprendre. À la place de ce castor, j'aurais été contrarié. Arme inattendue. Les castors ont-ils d'autres usages? Mais oui, on peut s'en servir d'armes. Récemment, une tendance criminelle est apparue dans la campagne anglaise, les lâchers sauvages de castors. Un tel lâcher a eu lieu dans la rivière Yar sur l'île de Wight et les autorités l'ont qualifié de bombardement de castors. Vous pensez peut-être qu'il n'y a rien de mal à ça, surtout après tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais les autorités anglaises ne sont pas d'accord. Au Royaume-Uni, relâcher des castors sans autorisation est illégal, tout comme aux États-Unis. À cause du risque d'inondation et aussi de l'impact environnemental via la propagation de maladies aux humains et aux animaux domestiques. Des écolos en ont eu assez d'attendre que des mesures soient prises pour rétablir la population de castors et ils ont décidé de prendre les choses en main. Aujourd'hui, on trouve des castors du Devon au Somerset ainsi que dans le Wiltshire et le Gloucestershire. En résumé, les membres de l'association Beaver Trust demandaient au gouvernement d'agir car il y avait urgence en raison de la sécheresse et des incendies. Comme les castors stabilisent le débit de l'eau pendant les périodes sèches et les inondations, et qu'ils créent des habitats pour d'autres espèces, ce qui permet de résoudre plusieurs problèmes d'un coup, cette action illégale était légitime. Bon, la question de savoir qui sortira vainqueur de ce bras de fer entre fermiers et militants n'est pas tranchée, mais l'avenir nous le dira. L'avenir et les castors. Vous me devez un like. À plus.